Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, on parle de Paddy Pimblett encore une fois, mais cette fois c'est un sujet peut-être un petit peu plus préoccupant que précédemment, puisqu'il y a la hype autour de Paddy Pimblett, et le fait qu'il soit sous-payé au regard de ce qu'il apporte, ça on en avait déjà parlé, mais là c'est vrai, c'est son incessant yo-yo au niveau du poids qui nous inquiète, parce que vous allez voir, on va en parler avec Ross, qui va revenir un petit peu dans l'histoire de l'UFC. C'est jamais bon quand des combattants, et surtout pour Paddy, qui est aujourd'hui, qui a des ambitions sportives, de faire des yo-yo aussi impressionnants entre les combats, et surtout que là, vous allez le voir très rapidement, complètement out of shape 3 semaines seulement après sa victoire lors de l'UFC London. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Paddy de Paddy Pimblett là qui s'est pesé. Vous n'êtes pas prêts, messieurs, dames, à entendre ce nombre 80... On rappelle il aurait fallu presque rappeler avant la catégorie dans laquelle il combat, donc c'est lightweight, il me semble, 71 kilos, et donc... Roulement de tambour. Roulement de tambour, à combien est-ce qu'il est arrivé sur la balance? 88 kilos. Donc il a quand même 20 kilos, quasiment 20 kilos en plus. Même des gars comme Paulo Costa et Yoel Romero qui sont en plus dans des catégories où il y a encore plus d'écart ne font pas des trucs comme ça. C'est presque, en fait, c'est presque une performance en soi, en fait, ce que fait Paddy Pimblett. C'est 88 kilos. Même Khabib, je crois qu'il est aux alentours de ce poids-là maintenant qu'il est à la retraite et que on l'a vu vraiment, voilà, il se fait plaisir, quoi. En fait, le problème, c'est qu'on en parle dans ce podcast parce qu'il y a pas mal d'exemples, comme on va le voir effectivement dans l'histoire du MMA, de gars qui se laissaient aller entre les combats. Mais c'est surtout que si son objectif, c'est d'atteindre son plein potentiel en tant que combattant, ah bah là, c'est pas la bonne route. Après, moi, je pense que là, son objectif, c'est plutôt de taper les 100 kills. Là, il y va tout droit. Clairement, là, il est bien. Ouais. Ah bah ouais, c'est ça, objectif 100 Gs. KGs, mais c'est vrai que honnêtement, j'ai un petit peu, une partie de moi a envie de dire ça fait partie du personnage, parce que c'est vrai, la raison pour laquelle là on est en train de faire un podcast sur Paddy Pimblett, c'est pour ça. Donc c'est-à-dire que je pense pas que ce soit ce qu'il recherche, parce que en plus là, ce qui est paru sur Twitter, c'était même pas lui qui l'avait posté ni sur Instagram, donc je pense pas que ce soit ce qu'il recherche nécessairement, mais maintenant, parce qu'il avait fait exactement pareil lors de son dernier combat, il avait fait une remontada au niveau des kilos impressionnante. Mais oui, ça le rend parce que c'est drôle. C'est vrai que c'est quand même, enfin voilà, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que c'est marrant, quoi, le fait que ça devienne, mais vraiment un espèce de Luffy qui avale absolument tout à partir de la seconde où il a terminé son combat. Mais voilà, le problème, c'est que si son objectif, c'est vraiment de devenir le meilleur possible et d'aller le plus loin possible à l'UFC, il est clairement ultra talentueux, mais en faisant des trucs comme ça, c'est même pas une balle qui se tire dans le pied, là, c'est vraiment, mais il répète les coups de fourche, quoi. Et du coup, j'aimerais bien avoir, en fait, son opinion dessus, dans le sens, en fait, qu'il nous dise, parce que je sens que si on l'interviewe, ce qu'il va dire, c'est: ah, mais voilà, j'aime bien la vie, qu'est-ce qu'on s'en fout, machin, je m'entraîne quand c'est le temps du combat, machin, en quoi c'est important. Et parce que voilà, c'est sa manière, c'est un guerrier, c'est un sauvage, et il s'en bat un petit peu la race, tu vois. Mais c'est vrai que pour ses entraîneurs, ça doit être très frustrant. Pour ceux qui le suivent, c'est très frustrant, parce que après la vanne, et une fois que la vanne est passée en mode oh putain, ça y est, il a repris les 20 kilos, on peut pas s'empêcher de se dire en tant que fan, bon, ça veut dire qu'il doit plus s'entraîner, ou quasiment plus. Ça veut dire que là, la concentration, elle va être sur perdre des kilos plutôt que progresser au niveau martial dans les semaines qui vont venir, ou voire les mois. En plus, la dernière fois, entre ces deux combats, il y a eu un très gros laps de temps. Donc ça veut dire que s'il ne s'entraîne que pour les combats, ça se trouve, ouais, il peut passer 3 mois comme ça en vrai gros surpoids pour un athlète professionnel, ce qui est fou, quoi. Surtout que sans critiquer gratuitement
Paddy Pimblett, moi, ça me rappelle beaucoup ce qui s'était passé dernièrement, avant que Rust revienne un petit peu plus dans le passé, avec Darren Till et son coach Colin Heron, qui lui n'était pas du tout favorable à la base à ce que son poulain aille chez les middleweight, parce qu'il expliquait justement que le fait que Darren Till ne fasse pas le poids chez les welter, donc moins de 77 kilos, il avait manqué le poids notamment contre Stephen Wonderboy Thompson lors de son main event chez lui à Liverpool, c'est parce qu'en gros, en dehors des périodes de combat et des camps d'entraînement, donc 5 semaines, 2 mois, il faisait beaucoup trop la fête et il était beaucoup trop en dehors d'un régime qu'un athlète de haut niveau doit avoir. Et en gros, il était en mode, si on va dans la catégorie supérieure, on va juste déplacer le problème. Et Darren Till, ensuite, il y avait eu les quelques problèmes à Tenerife et d'autres petites frasques extra sportives qui ont confirmé tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai peur que pour Paddy Pimblett, ce soit un petit peu la même chose, en fait. Et qu'on soit dans une situation où il pourrait, et puis on le voit, enfin vous le voyez, je pense, j'imagine, et même quand on compare avec Darren Till, quand il est le jour du combat, depuis qu'il est en tout cas à l'UFC, enfin il est en top shape. Mais à quel prix, et surtout à quel point est-ce que ça va l'handicaper au fur et à mesure que sa carrière, tu vois, progresse, parce que là il est encore jeune, mais quand il aura 32 ans, tu vois, je pense que faire le yo-yo comme ça va être sale pour lui. Et surtout, et c'est plus important encore, je pense, je le vois pas du tout en welterweight. Bah, moi non plus, parce que il est en top shape quand il est en lightweight, mais j'ai l'impression que c'est son poids. C'est-à-dire que là, il est en surpoids, mais j'ai pas l'impression qu'il soit à l'article de la mort quand il fait les weight cuts en lightweight. J'ai pas entendu d'histoire, et on suit ça quand même de près, j'ai pas entendu d'histoire comme quoi c'était un cut horrible, un peu genre Chris Cyborg, tu vois, quand elle était en pleurs ou quoi que ce soit. Donc welterweight, non, je pense que tu as complètement raison que ce serait déplacer le problème, c'est sûr. Là, honnêtement, en fait, c'est ce qui me fait peur, c'est que on pourrait se dire, bah ouais, mais il en profite, c'est parce que c'est la jeunesse, il a l'âge où il peut faire un petit peu ce qu'il veut avec son corps, parce que de toute façon, son corps le lui permet. Mais ça veut, en fait, c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que ça veut quand même dire quelque chose à propos de la manière dont tu vois ton investissement dans le sport, dont tu vois le sport en lui-même. Tu vois, enfin, la fameuse phrase qu'utilisait beaucoup Conor, qui était à l'époque où il était vraiment en feu, tu vois, et où il combattait très souvent et où il avait des résultats incroyables, c'était stay ready so I don't have to get ready. Donc en gros, je reste constamment prêt pour ne pas avoir à me préparer lorsqu'il y a un combat. Bah, c'est ce qui fait aussi que tu deviens, comment dire, que tu peux devenir légendaire. C'est-à-dire que si tu as les deux, et je pense à Max Holloway et je vais y venir, mais quand tu as les deux, c'est-à-dire un talent énorme et qu'en plus tu as cette discipline qui te permet de vraiment, mais tu sais, de remplir ton plein potentiel et d'optimiser toutes tes compétences, bah, en fait, moi, ce qui me frustre, c'est que si ça se trouve, donc Paddy Pimblett qui vraisemblablement fait ça depuis toujours, si ça se trouve, il a tellement de talent que là, maintenant, il pourrait être dans une position où il serait, ça se trouve, top 5, top 10. On n'en sait rien, tu vois. Mais il a déjà probablement perdu des mois et des années d'entraînement, d'acquisition de connaissances, juste parce qu'il passe son temps, il passe énormément de temps à ne pas s'entraîner, à faire des trucs qui ne sont pas, entre guillemets, ce qu'on attend d'un athlète professionnel. Et un gars comme Max Holloway, par exemple, qui fait, lui, partie de ces gars qui, en gros, un peu dans l'esprit, ce que disait McGregor, c'est-à-dire ils sont tout le temps prêts. C'est ce qui lui permet, quoi qu'il arrive, de prendre des combats quand il veut, d'être prêt pour, s'il faut, prendre des short notice, de prendre des short notice contre n'importe qui. Et c'est ce qui fait aussi que tu rentres dans l'histoire, en plus de devenir Max Holloway, qui est devenu une légende absolue dans le monde du MMA, tu vois. Donc, il y a des exemples, on peut prendre des exemples aussi de gars qui ont catapulté leur carrière parce qu'ils étaient toujours prêts et qu'ils avaient une discipline d'entraînement à la hauteur de leur talent. Et bah là, pour l'instant, c'est pas le cas de Paddy Pimblett. Et c'est vrai que, à contrario, on se souvient que des gars comme Johnny Hendricks ou effectivement des gars comme Darren Till ou des gars comme Anthony Johnson, c'est vrai que ce sont des gars pour lesquels il y a toujours eu cette bagarre et cette bataille contre eux-mêmes et contre leurs démons avant même de se battre contre l'adversaire dans la cage, qui fait que c'est presque comme si tu partais avec un handicap, en fait, comme si tu avais toujours un handicap dans ta carrière, en plus de ce qui devrait être largement suffisant quand même, qui est
d'atteindre le top niveau et d'affronter que des assassins, tu vois. À suivre Big Rusty pour notre cher Paddy the Baddy Pimblett ou de Daddy Pimblett, mais là, il est l'heure de revenir un petit peu dans ce qui s'était passé par le passé, avec notamment les Jared Cannonier qui ont trouvé un second souffle à leur carrière en trouvant une bonne catégorie, puis Anthony Johnson qui lui a fait l'inverse. Mais en fait, Cannonier, c'est vrai que c'est l'inverse opposé, c'est-à-dire que lui, il a commencé en poids lourd et il est arrivé donc en middleweight. Featherweight, comme on le sait, ça t'imagines. Mais ouais, lui, c'est l'inverse. Et là, il a trouvé son rythme de croisière, sa vitesse de croisière en middleweight. Il est ripped, mais il est, vraiment, voilà, t'as l'impression d'avoir un espèce de dieu grec. Et pour le coup, lui, il a eu la démarche qui était donc inverse, de se dire, maintenant, je vais y aller à fond sur être un athlète professionnel. Et on voit ce que ça donne, c'est-à-dire qu'en light heavyweight et en heavyweight, on ne sait pas ce que ça aurait donné s'il avait continué, mais ce qu'on sait, c'est qu'il avait beaucoup plus de difficultés contre le top de la crème, la crème de la crème, le top du top. Et il travaillait aussi, je crois que c'était dans le bâtiment où il travaillait à ce moment-là. Non, il était contrôleur aérien. Pas du tout, alors effectivement, parce que je me souvenais qu'il conduisait des choses, mais donc voilà, contrôleur aérien. Il expliquait notamment que c'est sa femme qui était, en gros, c'était Ariel Elmoni, je crois, qui lui posait la question, est-ce que vous avez eu un nutritionniste qui vous a aidé de passer de poids lourd à poids moyen? Il fait, non, c'est ma femme, ma nutritionniste, elle me fait les meilleurs plats et tout, et voilà. Et c'est après, à ce moment-là, qu'il a quitté son job, qu'il s'investit à 100%, comme l'a dit Big Rusty. Attends, là, on a repris le podcast? Ouais, on a repris le podcast, là. Ah, ok. Parce que du coup, moi, j'étais là sur l'article, tac. Sur MMA Junkie. Après plusieurs années à travailler pour le gouvernement, il a quitté son job à la Federal Aviation Administration, l'administration fédérale de l'aviation, où il a travaillé pendant 8 ans en tant que Airway Transportation System Specialist. Spéléologue. Donc et là je n'ai pas non, et là il parle de je préfère ne pas combattre quand c'est Shabbat. Bon, ça c'est autre chose. Donc c'est dans l'article. Mais ouais, en tout cas, ouais. Mais tout ça pour dire que. Et il aime le tennis, ça n'a rien à voir non plus. Non, mais... du coup. Mais voilà, et effectivement, voilà, lui, ça a été le cheminement inverse où il a eu un déclic. Mais donc, c'est pour ça, on n'est pas à l'abri non plus qu'il ait un déclic, comment il s'appelle, Paddy Pimblett. Mais c'est juste que, tu sais, c'est un petit peu comme, parce que là, l'histoire, oh la vache, j'espère qu'on n'est pas en train de complètement déraper, mais c'est la même histoire que David Goggins. Parce qu'en gros, David Goggins, non mais attends, c'est pareil, David Goggins. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, je en conseille plus. d'aller regarder ce gars-là qui a une des histoires les plus inspirantes, mais de tous les temps, et ce qu'a accompli cet homme, de toute façon, il a battu des records du monde, donc voilà, la preuve est dans le pudding. Mais c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient dans des situations, mais constamment, en fait, qui étaient un enfer. C'est-à-dire qu'ils étaient soit en dépression, en plus d'être vraiment en surpoids, etc. Mais c'était pas la même situation que Paddy Pimblett qui, dès qu'il le faut, il se met en mode athlète professionnel et le reste du temps, il se laisse aller en mode parce qu'il kiffe la vie, tu vois. Donc les situations, c'est vrai, étaient un peu différentes pour Cannonier et David Goggins, qui étaient vraiment... les problèmes s'accumulaient et ils avaient une situation de vie qui faisait qu'ils étaient comme ça. Mais à partir du moment où il y a eu le déclic, ils ont tout changé. Là, ce qui est compliqué pour Paddy Pimblett, comme c'était le cas pour Darren Till, c'est que la discipline et le fait de faire tout ce qu'il faut, ils le font, mais ils le font juste pendant les quelques mois qui sont demandés du camp d'entraînement et leur talent leur suffit pour que ça marche lorsqu'ils combattent, quoi. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur pour Paddy, quoi. C'est que à moins qu'il ait une défaite vraiment sévère et tu sais vraiment mais une humiliation genre sur 3 rounds par quelqu'un qui serait un petit peu dans la même situation que lui, en mode un talent mais qui a à peu près le même âge, mais sauf qu'il prend sa carrière un petit peu plus pas au sérieux, parce que ce serait pas juste de dire ça à propos de Paddy Pimblett, mais qui s'entraîne mieux, peut-être que ça le ferait entre guillemets revoir un peu ses priorités, je sais pas. Parce que là, tant qu'il gagne, entre guillemets, j'ai envie de dire, à mon avis, tant qu'il gagne, il continue dans sa tête. Et comme tu l'as dit, Big Rusty, ça fait partie du personnage aussi, malheureusement. Je trouve que ça ajoute aussi à tout ce qui se passe aujourd'hui autour de Paddy Pimblett, qui fait que les gens, soit sont fans, ou en tout cas s'intéressent un petit peu à lui, et donc je partage entièrement ton avis là-dessus.
Big Rusty, on en a terminé sur ce podcast dédié à Paddy Pimblett. On espère qu'il trouvera un petit peu plus de stabilité dans le futur pour ses ambitions sportives, parce que c'est jamais bon de faire le yo-yo. Ça, c'est de la morale, ça. C'est de la morale. La morale de l'histoire, voilà. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out my sweet pea, my sweet protein, en 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, see ya. Come and